Coucou, alors une vidéo réaction à une vidéo d'Amélie Menu. Déjà le tweet, je ne suis pas féministe, très bien. Donc on va voir ce qu'elle a à dire. On va encore se retrouver sûrement avec les trucs, les différents hommes-femmes, si la société est patriarcale, c'est parce que la biologie, etc. Bref, c'est parti. Je ne suis pas féministe, et bien que je reconnais que certains de leurs constats peuvent être pertinents, je n'adhère absolument pas ni à cette idéologie, ni aux solutions proposées et mises en place. Mon but dans cette vidéo n'est absolument pas de cracher sur le féminisme, ni sur celles qui y adhèrent, ni même de vous convaincre. Mon seul objectif ici est de vous présenter une autre vision du monde afin d'ouvrir une discussion. Aujourd'hui, la cause féministe est fragmentée en plein de petites subcatégories qui se déchirent entre elles, et je ne vois pas trop comment elles vont réussir à résoudre ces problèmes, mis à part peut-être re-questionner le féminisme même, qui aujourd'hui se perd dans ses contradictions. Ça, je suis pas d'accord en fait, parce que oui, il y a plein de branches du féminisme qui évoluent, etc. Chacune a ses opinions, enfin, limite, on pourrait dire que chaque féministe a à peu près créé à peu près son propre mouvement, enfin bref. Mais oui, ce n'est pas parce que certains des mouvements féministes vont dans des dérives pas possibles que le reste ne va pas s'en sortir. Enfin bref. Après, je sais pas trop avec quel concept tu es d'accord du féminisme, etc. Donc on va le voir, c'est parti. Le monde que nous avons là n'est pas parfait, et chacun d'entre nous aimerions l'améliorer pour qu'il soit plus juste. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. De base, oui et non. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, oui, qui vont être d'accord pour que le monde soit plus juste. Après, selon leur point de vue, en fait. Il y a des personnes qui vont trouver ça, par exemple, naturel que des hommes aient plus de droits que des femmes. Enfin bref. Après, on peut se retrouver un petit peu dans des cas un peu spécifiques, mais enfin bref. Oui, on va dire que de base, globalement, la plupart des gens veulent quelque chose de plus juste et quelque chose de plus égalitaire. Après, je vois en fait que beaucoup de personnes pensent que notre monde, par exemple, actuellement, que les hommes et les femmes ont les mêmes droits. C'est plus complexe que ça. Dans la loi, c'est possible, sur le papier, c'est possible, mais ce qui se passe de façon dans la réalité, c'est nettement plus nuancé. On voit encore qu'il y a encore beaucoup de disparités entre les salaires. Alors, ne dites pas ce que j'ai pas dit, et on va le voir. Mais par exemple, concernant la disparité des salaires, en fait, moins on va être, plus le salaire va être bas, et moins on va avoir de différence jusqu'à ne pas en avoir. Prenez le cas d'un caissier ou une caissière chez Auchan, il va avoir le même, tout à fait le même salaire. Par contre, quand on prend un cadre supérieur, je sais pas, dans une grosse boîte comme AXA, des choses comme ça, là on va voir justement que ces écarts de salaire vont être de plus en plus gros. Enfin bref, c'est... Après, c'est surtout la définition du mot juste qui diffère, mais partons quand même de là. Pour moi, la première question à se poser, c'est comment change-t-on le monde? Pour avoir une influence, quelle que soit l'échelle, il faut avoir du pouvoir. Le pouvoir, c'est un spectre, c'est simplement notre capacité à pouvoir influencer et contrôler notre environnement. Malgré tout, le mot pouvoir a mauvaise réputation aujourd'hui parce qu'il est souvent associé aux gens qui, à nos yeux, en font mauvais usage. Et aussi, c'est peut-être très corrélé dans notre esprit à Machiavel qui dit que tous les moyens sont bons pour garder le pouvoir, y compris faire du mal, et du coup, quelque part, avoir du pouvoir est corrélé dans notre tête à faire le mal. C'est possible. Après, ça peut aussi s'expliquer qu'en fait, beaucoup de personnes, quand on voit, une fois qu'elles arrivent à avoir un peu de pouvoir, en fait, elles vont faire tout pour le garder, et puis même, on peut le voir par exemple avec certains policiers qui, grâce aux droits qu'ils acquièrent via leur fonction, vont faire des choses qu'ils n'auraient pas faites s'ils n'étaient pas policiers. Donc oui, des fois le pouvoir peut rendre les gens un peu fous, parce qu'on se rend compte qu'on a du pouvoir, on peut vraiment influencer soit les gens, et c'est pour faire notre faveur. Et voilà, c'est pour ça qu'on doit juridiquement, et par exemple dans les constitutions, essayer de mettre des garde-fous pour qu'on ne se retrouve pas avec que des gens mal intentionnés et trop de pouvoir, et qu'on puisse toujours, au cas où, si une personne
voudrait prendre de force le pouvoir, je sais pas, pour faire un truc autoritaire, qu'on puisse avoir des recours juridiques pour l'en empêcher. Enfin bref. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot pouvoir a une connotation plutôt mauvaise. Je pense que c'est surtout dû en fait aux nombreuses expériences qui ont fait que malheureusement, déjà dans une partie des temps, beaucoup de personnes ont mal utilisé ce pouvoir. Et il faut aussi se rappeler que nous aussi, on a des biais cognitifs qui vont faire que on se rappelle plus des mauvais moments que des mauvais. Donc par exemple, on peut se dire, par exemple, sur 10 personnes, il y en a peut-être 5 personnes, on va dire qu'il y en a peut-être 7 avec du pouvoir qui vont faire le bien, et 3 qui vont faire le mal, mais dans notre esprit, avec ces biais-là, etc., on va plus se souvenir des 3 personnes qui ont fait du mal. Et donc pour nous, ça va en fait biaiser notre jugement. On va se dire, mon Dieu, il y a des personnes qui ont fait le mal, sans voir à côté que majoritairement, la plupart des gens qui font de pouvoir le font pour le bien. Donc voilà, ça peut être expliqué de différentes manières. Et donc même si effectivement cette utilisation du pouvoir nous semble être la norme, au fond, nous savons très bien que le pouvoir est neutre. Et donc théoriquement, s'il est entre de bonnes mains, le pouvoir peut faire des bonnes choses. Si nous voulons du pouvoir pour parvenir à faire des changements positifs dans le monde, la deuxième question n'est autre que comment acquiert-on du pouvoir ? Le pouvoir demande 2 choses. Comprendre le monde et avoir de l'influence. Par avoir de l'influence, on entend des choses comme avoir de l'argent, des ressources naturelles, des connexions avec des gens qui ont du pouvoir, ou bien un don particulier. Je pense que vous voyez aussi la corrélation qu'il y a entre les deux. Plus l'on comprend avec justesse le monde et comment il marche, et plus nous sommes capables de gagner et d'accumuler cette influence. Ça, je ne suis pas du tout d'accord. Comprendre le monde ne permet pas forcément d'avoir plus d'influence, parce que on le voit justement quand ce qui se propage le plus, ça va être plutôt les fake news et des choses qui sont plutôt extrêmes. Et en fait, plus on comprend le monde, et plus on va avoir un avis mitigé sur des questions. Et malheureusement, en fait, ce que les gens veulent, ce sont des réponses. Et malheureusement, plus on comprend le monde, et plus on essaye en fait de s'approcher de la vérité, plus on se rend compte que chaque situation est extrêmement complexe, et on ne peut pas à chaque fois dire par une sensation blanc ou noir. Mais on a toujours une nuance en fait de gris, et malheureusement en fait, beaucoup de propos qu'on peut le voir sur les réseaux sociaux, ce qui marche, ça va surtout être les propos tranchants, ça ne va pas être des propos nuancés. Enfin bref. Et puis avoir de l'influence, on n'est pas obligé de comprendre le monde pour avoir de l'influence. On peut être par exemple dans des familles qui sont déjà bien, qui ont beaucoup de relations, parce qu'il ne faut pas oublier les relations de pouvoir, etc. C'est vrai que la richesse, c'est vrai que par exemple on est dans un monde où si tes parents ont beaucoup de liens politiques, il y a beaucoup de chances que toi aussi tu puisses avoir de l'influence via des connaissances politiques, via l'argent, etc. Mais ce n'est pas parce que tu comprends le monde que tu vas avoir plus d'influence. Et... Enfin bref, ça peut être valable dans quelques cas, mais c'est pas quelque chose de... c'est pas une corrélation qui est 100% exacte. Bref. Donc avant toute chose, nous devons nous concentrer sur le premier point, comprendre le monde. Lorsque l'on essaye de comprendre un monde si complexe, on est tenté bien sûr de réduire cette complexité à des modèles plus simples. Mais pour moi, c'est de là que provient la première erreur des féministes, une simplification à outrance de problèmes complexes. Un des exemples qui me paraît le plus évident étant le patriarcat, avec cette idée que tous les maux de la Terre ne viendraient que de l'homme blanc hétéro-cisgenre. Là, en fait, c'est ce que tu fais, c'est que là, tu as fait une généralisation abusive. Parce que là, tu dis que toutes les féministes sont contre les hommes hétéros cisgenres parce qu'elles croient au patriarcat. D'ailleurs, on va déjà définir ce qu'est le patriarcat. Ça va être toute société où la place de l'homme va être plus importante que celle de la femme. Pour ceux qui vont me dire oui, mais c'est naturel, pas non, parce qu'il existe aussi des sociétés où a existé des sociétés qui étaient matriarcales. Donc bon. Donc là,
tu fais dire en fait que toutes les féminismes euh, disent que l'homme blanc hétéro cisgenre est responsable de tous les maux de la Terre. Non, non et non. Et même quand on parle de patriarcat, quand on parle, le but c'est pas de dire que tous les hommes sont le problème de la Terre. Le but c'est de dire que dans notre société, on a en fait mis des valeurs qui sont fausses concernant une pseudo-domination de l'homme. Et c'est ça qui est problématique, parce que quand on va dire par exemple que beaucoup pensent par exemple que les hommes sont capables de supporter beaucoup plus de... je vais y arriver, des navrés, de pression, bref, de choses comme ça, c'est complètement faux. C'est comme dire c'est que les hommes sont plus doués avec un tournevis que des femmes. C'est faux en fait. Parce que quand on voit en fait, par exemple, voyons par rapport à la mécanique. On se retrouve avec effectivement plus d'hommes qui aiment les mécaniques que les femmes, tout simplement parce que les parents déjà qui aiment la mécanique, vont plus apprendre à leur fils à faire la mécanique qu'à leur fille. Donc généralement ce qu'on aime, c'est parce c'est des choses qu'on a faites avec des proches ou des choses qu'on a testées, et c'est sûr que si on t'a jamais appris à faire de la mécanique, tu seras pas doué avec. Donc bon, et tout ça, c'est parce que pendant des siècles et des siècles, on a jugé que les hommes étaient capables de comprendre la science et les connaissances, alors que les femmes devaient rester à la maison, et donc leur rôle n'était qu'à s'occuper des enfants et les éduquer. Mais c'est complètement faux en fait, et c'est en fait le patriarcat, c'est toutes ces idées qu'on est en train enfin de remettre en cause, et de se dire, finalement, peu importe ton genre en fait, si on t'apprend à faire la mécanique et que si t'aimes ça, tu vas être doué en mécanique. Peu importe que tu aies un pénis ou un vagin. Bref. Donc bon, là, le problème, c'est que tu fais une généralisation à outrance et tu dis que les féministes, du coup, font justement de la diabolisation sur les hommes blancs, cis, hétéros. Bref, on parlera peut-être un peu plus du côté hétéro et cis après. Mais effectivement, je suis sûr qu'après tu vas me donner des exemples. Oui, mais regarde, machin, il croit effectivement que les hommes blancs, bref. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques demeurés qui pensent que les hommes blancs sont tous les maux de la terre que c'est le cas de tout le monde en fait. Bref, passons. Bon, je comprends qu'à un certain niveau d'analyse, ça peut totalement faire sens. Mais est-ce que je suis la seule à trouver que pointer un méchant commun et taper dessus sans nuance, je trouve que c'est un peu au même niveau que les racistes qui disent « c'est les Arabes ». Ou « oh, c'est les woke, oh, c'est à cause des LGBT ». On vous reconnaît. Mais ouais, c'est triste, oui. Mais malheureusement, le problème, ça va être la diabolisation et en fait trouver des responsables de tous les maux de la Terre, parce que c'est plus simple de raisonner comme ça, en fait. Plutôt que de se dire, au final, le monde va pas bien parce qu'il y a 1001 raisons derrière, en fait. Et c'est plus simple de se dire, le monde va mal à cause de ces individus, plutôt d'essayer de chercher toutes les raisons, et donc énormément de raisons, et essayer de trouver les conséquences. Bref. Ou les nazis qui disaient, c'est les juifs. Avec en plus de ça une surcouche absurde qui est que les hommes ne sont absolument pas une minorité, mais bien quasiment la moitié de la population adulte. Bref, on va sur le truc de majorité ou minorité, en fait on s'en fout. Peu importe que vous soyez en minorité, majorité, c'est pas le problème. Le but, c'est d'avoir les mêmes droits et puis d'être respecté comme tout le monde. Voilà, c'est ça le but. Enfin bref. Ce n'est pas parce que vous êtes majorité que vous n'êtes pas... Enfin bref. On va dire... En fait, le mieux, ce serait juste que les gens s'en foutent, en fait. Tu vois, ils voient une personne et puis... ils l'apprécient en fonction de ce qu'ils ont, leurs trucs en commun, et ce qu'ils ont des comportements en commun. Tu vois, moi, quand je vois une personne, qu'elle soit blanchisse, hétéro, noire,
Mais j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on s'entend bien ensemble? Point. C'est aussi simple que ça. J'imagine qu'on doit avoir un biais cognitif qui favorise ce genre de diabolisation collective, mais voilà, moi perso, je trouve ça au mieux pas très intéressant et au pire carrément dangereux. Oui, Il c'est y a aussi dangereux. ce truc en science que lorsque l'on cherche des solutions à des problèmes complexes, il faut faire extrêmement attention à la manière dont on va modéliser notre problème. Car en le simplifiant trop dans notre théorie, la probabilité pour qu'on retrouve les mêmes résultats dans le vrai monde que ceux qu'on a retrouvés dans notre modèle simplifié est extrêmement faible. Oui, mais malheureusement, au d'un moment, on est obligé de simplifier en fait. C'est parce que dans un truc un peu hypothétique, et si on aurait la puissance de calcul toute possible, c'est si on voudrait vraiment prévoir un événement, il faudrait être capable d'avoir toutes euh, euh, tous les facteurs qui pourraient être pris en compte. Et ça, c'est humainement pas faisable. Donc c'est sûr qu'au d'un moment, faut simplifier le modèle qu'on va utiliser, mais pas trop. Voilà. C'est en fait, ça va être le simplifier au minimum pour qu'on puisse avoir le plus de données, pour qu'il y ait le plus de données possible, pour qu'il y ait justement le plus de nuances possible. En fait, quand quelque chose marche, on a l'impression que c'est simple. Et le risque ici, c'est de trop vouloir le manipuler avec des solutions déduites du modèle simplifié, et de non seulement se retrouver avec des résultats totalement différents de ce qu'avaient prévu les hypothèses, mais en plus de ça, si on touche à quelque chose de vraiment fondamental sans s'en rendre compte, on risque de faire s'effondrer l'équilibre qui faisait à la base tout tenir en place. Alors, là, cette histoire d'équilibre qui met tout en place, faut pas exagérer non plus en fait. Enfin bref, je pense savoir où tu veux en venir, mais non. Au bout d'un moment, les choses ne se mettent pas forcément en place parce que c'est la façon la plus optimale. Ça se met en place parce qu'il y a tellement de, surtout dans notre monde, où il y a tellement de différents facteurs possibles, que justement, enfin, au bout d'un moment, enfin, qu'on arrive à une situation stable où vraiment, enfin, et à ce moment-là, la réelle complexité du monde va nous exploser à la gueule sans que l'on ne puisse plus rien faire. Donc je vais maintenant essayer de remettre un petit peu plus de complexité et de subtilité là où je pense que c'est nécessaire si on veut avancer dans le bon sens. Lorsque l'on cherche la vérité, on pose des questions. Et en posant ces questions, il faut être prêt, parce que très souvent, les réponses que l'on trouve à nos questions ne sont pas celles que l'on aimerait trouver. Ou alors, on trouve d'autres questions. Généralement, c'est ce qui se passe. On va commencer à dire, je sais pas pourquoi, enfin, oui, parce qu'on se rend compte qu'au vu d'un moment, en fait, c'est comme si vous commencez à, par exemple, apprendre les mathématiques, et en fait, plus vous allez apprendre, et plus vous allez vous rendre compte qu'il y a encore plein de trucs à apprendre, et que ça n'en finit jamais. Donc, Et je vous dis ça pour bien que vous compreniez que ça ne m'a pas fait plaisir de découvrir les choses qui vont suivre. Émotionnellement, je n'aime pas mes idées politiques, j'aimerais clairement en avoir d'autres. Mais voilà, je les considère comme la vérité, et si je veux changer le monde pour le mieux, j'ai besoin de cette vérité. Fermer les yeux sur certaines choses parce que ça ne nous plaît pas émotionnellement me paraît absolument contre-productif. Alors, on va voir, mais je pense être la vérité, bref. Pour vous donner un exemple, mieux comprendre le corps humain et la médecine nous a permis de soigner plus de maladies. Et même si ça n'a pas plu à l'Église que l'on profane ces corps qui étaient les créations de Dieu, il est évident pour nous tous aujourd'hui que l'on ne soigne pas une tumeur au cerveau avec une saignée. Bref, un des postulats que je trouve absurde dans le féminisme, c'est cette idée que nous serions psychologiquement entièrement construits culturellement. Donc physiquement, nous aurions des différences hommes-femmes, mais psychologiquement, nous serions identiques et simplement construits socialement par notre environnement. Bref, on va revenir sur ça là-dessus vite fait. Il y a des différences, de toute façon, au niveau du cerveau entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'il y a des comportements innés qui seraient différents entre les hommes et les femmes? C'est possible. Mais en fait, quand on va se construire, en fait, il y a deux cas. Soit vous pensez un petit peu comme Stéphane Edouard que votre comportement va être uniquement lié à votre genre,
c'est complètement stupide. Ou alors vous allez penser que justement, une personne, ça évolue en fonction de la famille auquel elle est née, où elle habite, ses études qu'il a faites, ses amis, ses connaissances, bref. Ou soit vous prenez en compte des dizaines, voire des centaines de facteurs qui vont faire qu'elle va devenir la personne qu'elle est. Et parmi tous ces facteurs, on peut effectivement prendre en compte qu'il y a des caractéristiques innées. Voilà. Et non pas apprises. Mais il y a les deux en fait. Notre genre, nos comportements sociaux, nos centres d'intérêt et peut-être même notre orientation sexuelle, tout cela serait simplement des comportements appris. Et je ne suis pas d'accord avec ce postulat-là, simplement parce que ça va à l'encontre de tout ce que j'ai vu, entendu et lu en biologie, en neurosciences et en psychologie. Alors, l'expérience personnelle, on va en mettre des doutes là-dessus. Bref, quand on parle même de... même de psychologie, etc., on peut retrouver effectivement des... après, faut mettre en perspective. Par exemple, si on regarde effectivement comment on ressent les émotions entre les hommes et les femmes, on va voir que les hommes, en moyenne, ressentent moins d'émotions. Est-ce que cette caractéristique est due à un caractère inné, ou est-ce qu'elle est due à un caractère social, parce qu'on a fait dire aux garçons, tout petits, à travers l'éducation, à travers les films, etc., que les garçons ne doivent pas pleurer, ou des choses comme ça. Vous voyez, il peut effectivement y avoir une base, on va dire, qui va être neuronale, donc biologique, mais il y a aussi des bases sociales. Et je pense que beaucoup de personnes, en fait, veulent simplifier le monde en disant soit c'est inné, soit c'est acquis. Mais la vérité, ça va être les deux. Ça va être les deux. Voilà. Et donc, un truc qui peut paraître idiot, mais par exemple, la longueur des cheveux, ça n'a rien de biologique, c'est bien une norme sociale où on a décidé arbitrairement que les femmes devaient avoir des cheveux longs et les hommes devaient avoir des cheveux courts. Ça n'a aucun sens biologiquement, ça n'a aucun sens tout court en fait, c'est juste une norme qui a été décidée comme ça arbitrairement. Et il y a des choses pareilles en fait, c'est se dire en fait que tous nos comportements seraient innés est complètement absurde. Parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu dans comment va être formé un individu, que juste prendre l'élément qui nous intéresse, oui, c'est dangereux et c'est très problématique. Rien dans la science, mis à part une branche peu reconnue de la sociologie, ne va dans ce sens-là. Le dysmorphisme sexuel, c'est-à-dire les différences entre les individus mâles et femelles d'une même espèce, est non seulement physique, les femmes sont en moyenne plus faibles et plus petites que les hommes, par exemple. Plus faibles. Bref, je déteste ces termes faibles. Moins musclés, oui, sachant que quand on voit des études relatives à travers la force, on va voir que pour des tailles et des poids similaires, une femme va être... un homme va avoir 5 à 15% de force supplémentaire. Donc 5% pour des individus qui ne font pas beaucoup de sport et 15% pour des individus très sportifs. Mais oui, il y a un dysmorphisme sexuel. Oui, il y a des différences dans des comportements qui vont être innés, oui. Mais ça ne définit pas tout. Et il y a beaucoup en fait de choses et de normes qu'on a décidées de façon arbitraire. Voilà. Par exemple. Mais ce dysmorphisme sexuel a aussi des implications neurologiques et psychologiques dues à la structure de notre cerveau et à nos hormones. De manière générale, les hommes et les femmes sont différents physiquement et mentalement. Nous avons des comportements sociaux et des centres d'intérêt différents, et ça, dès la seconde où nous sortons du ventre de notre mère. Alors, ça, je pense que c'est complètement faux. Surtout les intérêts, en fait, ça n'a aucun sens, en fait. Sinon, on verrait les garçons qui aiment que la même chose et les filles qui aiment que la même chose. Alors qu'on se retrouve, en fait, quand on fait des recherches et qu'on regarde, en fait, les enfants vont surtout faire des choses qui vont être assez liées avec leurs parents ou à des connaissances. Par exemple, si tu as des parents musiciens, tu as beaucoup plus de chances que tes enfants soient musiciens. Et en fait, c'est comme tout. On a associé des normes de base pour dire les garçons aiment ci et les filles aiment ça. Mais
c'est tellement rabâché en continu, que ça soit via les films, tout, notre culture, même à travers les personnes, euh, que oui, on se retrouve majoritairement, bah, les filles vont plutôt partir vers des choses différentes que les garçons. Mais c'est surtout dû au niveau social, parce qu'on rend bien compte qu'au final, bah, on trouve pas des filles qui retrouvent avoir les mêmes goûts que les garçons, qui vont faire de la motocross, ou même des choses beaucoup plus que des garçons ne feraient pas. Enfin, je vois par exemple, il y a tellement de filles par exemple en DH, c'est hallucinant leur niveau, alors qu'il y a des gars qui arrivent même pas à leur cheville. Enfin bref. Donc, comme tout, à chaque fois, tu me dis au début qu'il ne faut pas faire de généralisation, etc. Mais c'est exactement ce que tu fais. Tu dis oui, on a des différences psychologiques et mentales en fonction de notre genre. Oui, mais pas que. Voilà. Et c'est bien de partir de dire oui, il y a des différences hommes-femmes, oui, il y a des différences comportementales hommes-femmes, oui, oui, il y a des différences par exemple avec comment fonctionne notre cycle hormonal. On voit par exemple chez l'homme, c'est avec quelque chose de plutôt stable, alors que chez la femme, on va avoir par exemple justement avec tout ce qui va être règles, ou voir une diminution hormonale, bref, donc quelque chose de cyclique. Bref, et oui, ça peut jouer sur notre humeur, etc. Mais ça ne définit pas des comportements aussi complexes que nous sommes en tant qu'humains. Nous, ce qui va former ce comportement excessivement complexe, ça peut être effectivement notre génétique et notre cerveau, mais aussi toutes nos expériences, nos proches, nos connaissances, tout ce qu'on a fait sur nos études, nos passions, ce qu'on aime, nos lectures, bref, il y a tellement de choses différentes qui vont nous former que juste réduire à dire on a ce comportement parce qu'on a un pénis ou un vagin, bah, c'est juste ridicule. Bien sûr que l'environnement joue un rôle dans le développement de certains de ces comportements, de la même manière qu'il influe sur nos hormones et même sur l'expression de certains de nos gènes, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Mais malgré tout, il y a cette base génétique, ce noyau qui restera inchangeable, quel que soit l'environnement. Voilà, je ne suis pas non plus experte dans ce sujet des différences hommes-femmes, mais je vous fais confiance pour aller voir les quelques vidéos que je vous ai mis dans la description. Je n'ai pas mis d'études à proprement. Bon, j'en vais vite fait regarder un petit peu les vidéos qu'il a dit. Vidéo des phylogènes, j'ai des doutes là-dessus. Biologie comportementale, Robert Palsky, je ne sais pas ce qu'il c'est, fameux TTX de Paris Schwartz. Bref, le repassage SIK, Red Beam, bref. Rien de... Je sais pas si j'aurai le temps de tout voir, mais bref. On en parler parce que je sais très bien que personne ne va réellement lire ces études. Même moi, je ne sais pas les lire. Par contre, je préfère vous partager des scientifiques ou des experts qui m'ont beaucoup influencé et qui, eux, savent de quoi ils parlent et vous permettra d'approfondir vraiment le sujet si ça vous intéresse réellement. Par exemple, je vous mettrai un lien vers les cours de biologie comportementale humaine de Robert Sapolsky à l'université de Stanford. Parce que voilà, même en dehors du sujet précis du féminisme, ça m'a absolument passionnée. Et du coup, bah voilà, j'en profite pour vous le partager. Donc revenons à ma problématique. Je me suis souvent demandé pourquoi les féministes ne voulaient juste pas entendre parler de tout ça. Bon, là je vais faire un petit peu ma soupe, mes hypothèses, donc... Bah, parce que... Oui, certaines personnes ne veulent pas l'entendre parler, mais surtout en fait que ces différences qui vont être biologiques, est-ce qu'elles ont vraiment un impact au niveau systémique? Et quand je parle au niveau systémique, c'est vraiment au niveau de notre état, etc. Parce que à part dire que oui, notre comportement va être un petit peu différent en fonction d'être une femme ou d'un homme, dire que effectivement la biologie influe, oui, c'est vrai. Mais à quel pourcentage elle influe et est-ce que ça a vraiment un impact qui est vraiment mesurable sur notre société? Encore une fois, peut-être que je simplifie un phénomène complexe, mais voilà comment je le vois. Le problème avec ce genre de déterminisme biologique, si on veut, c'est que ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'essaye de nous vendre le féminisme, à savoir l'égalité et la liberté. Pourquoi en fait En fait, je ne comprends pas ces personnes qui n'arrivent pas à avoir, en fait, ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on n'est pas qu'on est inégaux. Et quand on parle d'égalité au niveau des droits, etc. En tant que dans notre place, dans notre société, ce qu'on va avoir, notre devoir, etc.
Et peu importe en fait que les hommes soient plus forts en moyenne que les femmes. Les hommes et les femmes doivent être égaux envers la loi. Ils doivent avoir la même égalité de chance, des choses comme ça. Enfin bref. Pourquoi les féministes revendiquent toujours plus de droits à l'égalité et la liberté, quand bien même nous sommes les femmes les plus favorisées et les plus libres du monde, voire même de l'histoire du monde? Oui, mais parce que c'est pas encore suffisamment assez en fait. Je sais pas si tu te rends compte, mais oui, enfin, cet argument de « y a pire ailleurs », mais c'est ridicule. Oui, peut-être que, surtout en France ou dans les pays européens, les femmes ont de la chance d'avoir beaucoup plus de droits que dans d'autres pays. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pire ailleurs qu'il faut se dire « Bon, c'est pas terrible, c'est chez nous, mais comme il y a pire ailleurs, c'est pas très grave. » Non, faut essayer justement d'aller de l'avant et justement de réussir à bâtir cette égalité, peu importe le genre, le sexe, bref, les égalités entre les individus. Et puis voilà, enfin, ce n'est pas parce que on n'est pas les pires qu'on ne doit pas aller encore de l'avant et s'améliorer. Pour moi, nous sommes aujourd'hui dans une société où règne l'égalité, mais je précise, l'égalité des chances, et ça, ce n'est pas la même chose que l'égalité des résultats. Oui, mais personne ne dit qu'il devrait avoir l'égalité des résultats. D'ailleurs, ça n'a aucun sens. Le but, c'est que les personnes aient les mêmes droits. Et c'est, par exemple, c'est de dire un homme et une femme doivent avoir le même salaire pour un travail et des... Merde, comment ça s'appelle ça? Bref, pour des caractéristiques identiques de travail. Ça paraît évident, et pourtant, c'est pas le cas. Il y a encore beaucoup de femmes qui ont beaucoup de soucis dans des... merde, j'ai plus pas d'exemple en tête. Mais on se rend compte que théoriquement, il y a des lois qui sont pour l'égalité, mais on se rend compte que malheureusement, elles sont pas encore forcément très bien appliquées. Et ça viendra avec le temps, petit à petit. Enfin bref, je pense pas qu'aujourd'hui on soit vraiment arrivé à quelque chose d'égalitaire. Peut-être dans les lois, des choses comme ça, mais en tout cas entre les comportements, entre les individus, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais je vais pas trop développer ça ici, si tout va bien, je le garde pour la prochaine vidéo. La suite de ma réflexion s'est donc concentrée sur la liberté. En parlant du Japon, mon prof d'histoire a dit un jour « On perd en sécurité ce que l'on gagne en liberté ». Je vous laisse un petit peu méditer là-dessus. Bref, la question que je me suis posée ensuite, c'est à quoi nous servirait plus de liberté? Nous sommes déjà libres, en tout cas bien assez pour déjà être perdus dans nos choix. Il y a quelques années, je suis tombée sur un TEDx d'un psychologue nommé Barry Schwartz, qui est l'auteur du livre Le paradoxe du choix. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description, bien évidemment. Et en gros, cette vidéo m'a fait découvrir cette théorie qui dit que plus de choix ne nous rend pas plus libres, mais au contraire entraîne soit une sorte de paralysie, ou alors augmente de manière générale notre insatisfaction et notre culpabilité. En gros, plus on a de choix et moins on arrive à se décider, et même lorsque l'on décide, on est moins satisfait parce qu'on avait plus d'attentes, et en plus on regrette parce qu'on se dit qu'on a fait le mauvais choix. Donc voilà pourquoi rejeter en bloc tout le consensus scientifique, que ce soit en biologie ou en psychologie, et pourquoi vouloir promouvoir la liberté et l'abondance de choix dans nos comportements et notre identité, lorsque, encore une fois, la science montre qu'elles sont probablement... Oui, effectivement, quand on donne trop de choix à un individu, il va tendance à être perdu, etc. Mais il y a une différence, en fait, c'est toute une histoire de nuances. Il n'y a pas à dire, oui, quand on donne 32 chances, mais quand on donne pas assez, ça va pas, en fait. Il faut arriver à un juste milieu où on arrive à que les gens soient suffisamment libres, et donc que les femmes puissent décider ce qu'elles devraient faire, et non pas être décidées et dire, oui, t'es une femme, tu dois faire ci, et puis voilà, fin. Bref, je pense que tu te perds un peu dans ce truc-là, et je pense que c'est comme tout, en fait, c'est la dose qui fait le poison. Il faut arriver toujours à une juste mesure, et oui, au bout d'un moment, ça paraît con, mais par exemple, les légumes, c'est bon pour la santé, mais si t'en manges pas assez, c'est mauvais, et si t'en manges trop, c'est mauvais. C'est comme tout, il faut un juste équilibre.
à l'origine d'une partie de nos souffrances. Et même au-delà de ça, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que la liberté? Parce que personnellement, je ne pense pas que la liberté soit la poursuite absurde de nos plaisirs et de nos caprices. Ouais, je vais voir combien de temps je suis. Ouais. Ok, bah je vais faire une pause ici. Je ferai une deuxième partie. Bisous.